create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, bonjour et bon après-midi, MTL Connect. Est-ce que tout le monde va bien? Ben là, non. OK, le lunch a enlevé toute votre énergie et votre sens de participation. Je recommence. Est-ce que vous allez bien? Oui! Merci, membre du jury. You're bringing the energy. On finit avec des I. Armand Afkami, plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez passé une belle pause midi. Nous sommes de retour pour un après-midi très le fun. Il va y avoir beaucoup de beaux projets à vous présenter sous cette section MTL, la vitrine MTL Connect. Et sans plus tarder, pour vous parler du concept, j'aimerais vous présenter tout de suite le directeur de Civic ainsi que le président de la vitrine MTL Connect, Sylvain Carl. Caféine fasse effet, c'est ce que je comprends. Il faut digérer un peu. Bien, bonjour à tous et à toutes. Très content de vous voir, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont en ligne. C'est une première édition de cette vitrine d'impact. C'est un projet que j'avais à cœur depuis un bout de temps. On voulait vraiment prendre le temps de mettre en valeur, de présenter, de donner un showcase du temps de scène et de l'attention à vous, les entrepreneurs d'impact. C'est ce qu'on fait avec Civic. Civic, c'est la coalition des investisseurs d'impact du Canada. Donc, on travaille ensemble pour faire plus d'investissements dans plus de projets d'impact, à terme pour avoir plus d'impact environnemental ou social partout au pays. On est né ici à Montréal, mais on a des partenaires et puis des membres partout au Canada. Cet après-midi, ce n'est pas une grande compétition. Il n'y a pas 1 million de dollars en prix, en tout cas pas pour l'édition 2024. On travaille sur l'édition 2025. Mais c'est vraiment une chance de nous mettre à jour. Qu'est-ce que vous avez fait? Où vous êtes rendu? On a des projets en phase de recherche, des projets qui sont plus en démarrage et des projets qui sont plus en croissance. Donc, venez nous raconter où vous êtes rendu. Venez nous inspirer. C'est vraiment ça que je nous souhaite cet après-midi, d'être inspirés. De voir comment le génie, la créativité et l'entrepreneuriat peut être au service de la société, des humains et de la planète. Alors, j'arrête ici. Ce n'est pas moi la vedette aujourd'hui, c'est nos entrepreneurs. Alors, je les laisse venir sur scène. Et puis, je vous souhaite bon spectacle. Soyez inspirés. Si vous n'êtes pas des entrepreneurs d'impact encore, je sais que la plupart de ces gens-là se cherchent des collaborateurs, des collaboratrices. Donc, c'est une occasion. Ils se cherchent des clients et peut-être certains se cherchent de l'investissement. Alors, si vous pouvez les aider, si vous n'êtes pas des entrepreneurs dans la salle qui présentent aujourd'hui, votre rôle à vous, c'est d'aider nos entrepreneurs qui sont sur scène aujourd'hui. Merci. Bon après-midi tout le monde. Merci, Sylvain. Alors, merci beaucoup, Sylvain. Et important de noter que chacun des entrepreneurs qui vont venir présenter leur projet dans les différentes phases vont avoir 4 minutes. Donc, en plus, ils doivent rentrer ça dans un chronomètre et essayer de condenser le tout. Et ça doit être très difficile. Alors, je vous dis merde à vous tous et toutes pour ce crunch. Alors, j'ai besoin de votre attention aussi, chers publics qui sont ici avec moi et les internautes en ligne. On va partir avec notre premier entrepreneur. Je l'invite tout de suite. Il va avoir 4 minutes. On accueille Alexandre Boudreau de Stratéolab. Alexandre. À vous de jouer. Bonjour Montréal, je vous proviens de la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui. Alors, le projet que je suis venu vous présenter aujourd'hui, on va y aller comme ça, Revivre l'histoire, réinventer l'avenir, c'est un projet en fait qui vise à connecter les communautés à leur histoire. En fait,
on sait, pour savoir où l'on va, il faut savoir un peu d'où l'on vient dans la vie. C'est une phrase célèbre. Donc, on croit qu'en redonnant vie à des récits oubliés, à des histoires méconnues, mais qui sont authentiques, avec des petites histoires avec un H minuscule et un S à la fin. Donc, on croit que en redonnant ça aux communautés, on va arriver à tisser des liens, à pouvoir stimuler le sentiment de fierté, l'engagement des humains dans leur communauté. Alors là, je vais vous demander de faire un effort de visualisation. OK? On va voyager un peu à travers la mémoire des lieux. Donc, imaginez-vous pouvoir visiter vos lieux préférés, de les redécouvrir différemment. Donc, entendre les échos du passé, voir à travers les couches du temps, pouvoir découvrir comment le paysage a changé, assister à une discussion, un témoignage, une scène inédite qui a forgé le temps pour comprendre comment les lieux sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, j'ai passé ma slide. Je l'avais sur mon iPad, désolé. Donc, pour ça, on a créé chez Strateolab une plateforme, dans le fond, pour que cette vision-là se concrétise. Il faut d'abord et avant tout faciliter justement le développement, faciliter la création de ces contenus-là, de ces expériences immersives-là. Et donc, on a créé une toute nouvelle plateforme qui va favoriser, en fait, la création de contenus à valeur historique, en utilisant notre monde comme Canva, tout simplement. Donc, un monde où les studios de création, les visiteurs, les destinations vont s'unir pour raconter l'histoire globale d'un endroit. Encore à la même. Donc, c'est une plateforme de réalité étendue qu'on a développée à même nos studios à Saguenay, qu'on a imaginé, qui va permettre aux générations d'aujourd'hui, de demain, de visiter le temps. Donc, de laisser une trace, de marcher dans les pas de ceux qui ont autrefois donné vie aux lieux dans lesquels on déambule à chaque jour. Donc, notre volonté avec ce projet-là, c'est de créer un mouvement, de créer une communauté. Alors, à go, tout le monde, on se prépare à visiter le temps, à remonter le temps. Donc, bienvenue dans l'univers de Flashback. Suivez-nous sur les médias sociaux. Merci beaucoup, Alexandre. On va tout de suite passer à la prochaine présentation. J'invite Grégory Moulec de la société QWERTY. On l'accueille. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super, excellent. Alors, imaginez-vous chercher beaucoup d'informations en ligne, ça vous prend beaucoup de temps. La dernière fois que vous l'avez fait, vous êtes tombé sur des centaines de résultats avec des rapports interminables, parfois avec des études et des résultats très contradictoires. Et c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et puis après des heures de recherche, vous trouvez à la page 32 d'un rapport de 50 pages une pépite qui va vous sauver la vie, qui va vous faire comprendre l'enjeu. Eh bien, imaginez maintenant les consultants en stratégie qui font ce type de recherche pendant des dizaines, voire parfois des centaines d'heures. Ils trient et synthétisent une quantité incroyable d'informations pour comprendre le contexte de leurs clients et faire des projets à impact important. Le constat, eh bien, c'est qu'en moyenne, alors, je vais juste passer la slide. OK. Le constat, c'est qu'en moyenne, les consultants passent 40% de leur temps à faire de la recherche. C'est long et c'est fastidieux. Et malgré ça, il y a 9 cabinets sur 10 qui limitent cette recherche, faute de temps et faute de ressources. Résultat, dans 70% des cas, eh bien, ils dépassent les heures facturées, ce qui, évidemment, alourdit les coûts, à la fois pour eux et leurs clients. Et ce déséquilibre montre à quel point eh bien, ces tâches répétitives deviennent un véritable fardeau dans le quotidien des consultants. Donc, QWERTY change les règles du jeu. Nous accélérons la recherche et transformons la manière dont les consultants accèdent à l'information. Le but, c'est quoi? Eh bien, le but, il est tout simple. Permettre à des projets à fort impact, que ce soit pour la société, l'économie, nos régions, et chacun de nous, de voir le jour plus rapidement et à moindre coût. Notre solution, eh bien, c'est tout simplement un outil d'assistance à la recherche, basé sur l'intelligence artificielle, un peu comme ChatGPT. Il permet aux consultants de formuler des requêtes, mais avec un avantage majeur, il va beaucoup plus loin, car il permet d'avoir des réponses qui sont contextualisées, qui sont sourcées et qui sont synthétisées, le tout en quelques clics. Avec QWERTY,
les consultants peuvent d'une part briefer l'outil sur leur mandat, les objectifs, les spécificités de leurs clients et les spécificités de leur firme conseil. Ils peuvent ensuite interagir avec l'outil pour poser des questions sur les documents, sur les PDF qui ont été téléversés et sur un certain nombre de sources d'informations, donc comme les sources académiques, des rapports gouvernementaux ou encore la presse. Et ils obtiennent ultimement des réponses qui sont fiables, qui sont structurées, avec des recommandations de lecture qui leur permettent d'approfondir les sujets. Donc QWERTY offre une vision claire des enjeux, accompagnée d'une cartographie détaillée des parties prenantes. Grâce à un benchmarking mondial, on fournit des actions très concrètes à nos clients, de manière à ce qu'ils puissent prendre des décisions qui soient informées et stratégiques, ayant un impact direct sur l'économie et la société. Avec QWERTY, les consultants réduisent de moitié le temps consacré à la recherche, leur permettant ainsi de se consacrer à des choses essentielles et avancer les projets plus rapidement. Les résultats sont plus fiables grâce à un accès à des sources diversifiées et crédibles, ce qui garantit des recommandations solides pour leurs clients. QWERTY offre des réponses rapides et précises, permettant aux consultants de formuler des recommandations de qualité en un laps de temps extrêmement court. Et avec QWERTY, nous démocratisons l'accès à l'expertise en fournissant aux petites et moyennes firmes les mêmes ressources que les grandes, les aidant ainsi à rivaliser efficacement. Nous sommes, avec Marie-Christine Terrien, une équipe d'universitaires passionnés, soutenus par des experts en IA, en UI, UX et en marketing. Notre mission, elle est très simple. On veut accélérer la création de connaissances pour que des projets à fort impact voient le jour plus rapidement et efficacement. Nous croyons fermement que démocratiser l'accès à des analyses de haute qualité vont permettre justement à des firmes d'accéder au même niveau d'expertise que les grandes firmes de conseil. Cela va créer une concurrence plus équitable et va permettre de stimuler l'innovation sur l'ensemble du marché. Actuellement, on finalise le prototype, donc avec une échéance en vue au mois de novembre prochain, et puis avec une phase de validation avec des projets pilotes jusqu'en février 2025. Et si tout est validé, eh bien nous souhaitons lancer le produit en MVP en juin 2025. Merci à tous. Merci, Gregory. Et on va tout de suite enchaîner avec la prochaine présentation. J'invite tout de suite Pierre Briac-Métaillé et son projet Speech to Health. On l'applaudit. Bonjour. Je vais vous demander de prendre un instant pour réfléchir à une personne autour de vous. Une personne qui a ou qui a été affectée par un trouble de la santé mentale, que ce soit Alzheimer, Parkinson, dépression ou burn-out. Je sais que vous connaissez tous cette personne-là, parce que chaque année, c'est plus d'un Canadien sur 5 qui est affecté par un trouble de la santé mentale. Je suis Pierre Briac, fondateur de Speech to Health avec mon équipe, une équipe de 5 personnes, dont un CTO avec plus de 7 ans d'expérience dans le développement logiciel et l'entrepreneuriat, et une équipe de recherche avec plus de 60 ans d'expérience. Speech to Health, c'est une solution de dépistage entièrement automatisée des troubles de la santé mentale. Pourquoi je vous parle de la santé mentale? Je vous dis un Canadien sur 5 chaque année qui est affecté par un trouble de la santé mentale. Mais surtout, c'est 1 sur 2 qui n'aura aucune aide au cours de son trouble. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 60% des psychologues n'acceptent plus de nouveaux patients. Parce qu'aujourd'hui, 66% d'erreurs diagnostiques sur la dépression, 93% d'erreurs diagnostiques sur le trouble bipolaire. C'est 10 ans d'attente pour avoir le bon diagnostic. Aujourd'hui, on a un temps d'attente au Canada de 2 ans en moyenne et nous sommes un bon pays. On a un coût diagnostique de 1 850 à 3 000 $ par patient par diagnostic. C'est inadmissible et ça fait que la santé mentale est réservée à une élite et même elle est maltraitée. Ce qu'on propose, c'est venir fluidifier le parcours du patient en rendant plus accessible, plus clair, moins cher et plus précis. Donc on offre quelque chose pour les entreprises et les gouvernements pour qu'ils mettent à disposition notre produit à leurs citoyens et à leurs employés. Donc tout d'abord, on vient faire un dépistage précoce, entièrement autonome à l'aide de notre plateforme. Donc on vient faire quelque chose en 15 minutes pour 20 $. Une fois que le patient a fait son dépistage, on va l'aiguiller en fonction de sa situation, soit vers un médecin, avec l'aide de notre plateforme de mise en relation, et on va aider au diagnostic, ou alors on va également évaluer l'efficacité de la thérapie que nous avons recommandée pour éviter que le patient perdure dans une thérapie inefficace. Par la suite, on va suivre le patient. Parce que les patients ils connaissent beaucoup d'épisodes de rechute. Dans le cas d'une dépression, c'est un patient sur 2 qui connaît un épisode de rechute. Donc avec notre technologie, ce qu'on va permettre, c'est d'éviter que la personne tombe en rechute, mais même éviter la maladie, puisqu'on pourra intervenir plus tôt
et éviter des troubles. On va également offrir aux organisations qui sont partenaires une carte de la santé mentale de leur organisation pour ainsi mettre des politiques en place pour limiter le nombre de troubles. Mais finalement, c'est quoi ma technologie? Ma technologie, c'est un avatar virtuel alimenté à l'aide de l'IA qui va mener une entrevue, comme si on faisait un FaceTime avec un robot, avec une IA comme ChatGPT qui a une voix. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les informations de cette entrevue et on va analyser ça. Donc, on va analyser les informations faciales, vocales, mais aussi les réponses au questionnaire pour aller faire une prédiction multidiagnostique. Donc, on va aller prédire est-ce que la personne doit avoir une dépression, un burn-out ou un Alzheimer. Maintenant, c'est quoi notre niveau de précision? Aujourd'hui, notre technologie, qui en est à ses débuts, on peut aller prédire l'Alzheimer près de 10 ans avant son arrivée, à une précision de 80%. Aujourd'hui, on peut faire passer le coût d'un diagnostic de 3 000 $ à 20 $. On peut réduire le temps d'attente dans nos services de 2 ans pour notre premier dépistage à 15 minutes et en accessible 24 heures sur 24. À quoi ça sert de faire un dépistage précoce? Ça permet d'intervenir plus rapidement et donc que la personne ne tombe pas malade. Ça permet à nos aînés qui vont avoir Alzheimer de retarder l'arrivée de la maladie de 1 an, 2 ans, 3 ans en attendant l'arrivée d'un traitement efficace. Maintenant, quelle est la roadmap de Speech to Health? Donc en 2024, on a gagné plusieurs concours et on est encore en lice dans d'autres. On débute notre collecte de données le mois prochain pour entraîner notre nouvelle génération. En 2025, on souhaite mettre en place notre MVP, donc pour attirer nos premiers clients, à l'aide de notre plateforme d'entrevue, qui sera disponible à tous, et également mettre en place notre plateforme de mise en relation. On souhaite mener notre première ronde de financement l'année prochaine, et également mettre en place notre seconde phase de collecte de données. En 2026, on souhaite s'ouvrir aux États-Unis et ouvrir notre algorithme à 5 troubles supplémentaires. Merci de m'avoir écouté et de rendre accessible à tous la santé mentale. Je serai très heureux de partager avec vous un moment par la suite pour parler de mon projet. Merci. Merci beaucoup, Pierre Briac. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine présentation. J'aimerais tout de suite inviter Anouk Etier du projet Nookie. Bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai une petite voix, fait qu'il va falloir que je parle fort absolument. Est-ce que je suis prête? Je m'appelle Anouk Etier. Je suis la fondatrice de la compagnie Nookie, une entreprise que j'ai fondée il n'y a même pas 1 an, qui utilisait dans le fond mes 2 grandes compétences, le côté technologique puis le côté artistique. L'une des compétences de demain va être l'intelligence émotionnelle. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore assez parlé, abordé dans notre société, dans nos écoles, au travail, entre les amis. Alors moi, j'ai eu une réflexion au niveau des émotions et aussi sur le fait là, que je m'appuie que je crois vraiment que les empreintes laissées de nos expériences vécues peuvent nous transformer, peuvent nous aider à devenir une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Oups, juste un instant. Avec mon projet Reflet, ce que je voulais faire, dans le fond, c'est donner une résonance à nos émotions. Dans le fond, donner un outil, dans le fond, pour mieux se comprendre, mieux les comprendre, ces émotions-là. Alors, pour développer l'outil, je me suis basée sur 2 communautés, la communauté scientifique et la communauté artistique. Je voulais vraiment que ça soit basé sur une approche neuroscientifique et je crois vraiment qu'il y a une valeur ajoutée à intégrer la communauté artistique dans ce projet-là. Alors, qu'est-ce que c'est Reflet? Reflet est un outil qui crée des empreintes émotionnelles en utilisant l'art génératif et la captation biométrique pour en faire le reflet de nos émotions et donner une résonance à ces émotions-là. Fait qu'imaginez-vous, là, avec un petit dispositif, vous pouvez voir ou matérialiser, dans le fond, le reflet de ce ressenti-là, voir vos émotions évoluer, mieux les comprendre, tout ça guidé par la neuroscience au service de votre bien-être à vous. Il y a 2 grands marchés qui ont été ciblés pour ce produit-là, les industries créatives et le marché du bien-être. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, dans le fond, c'est la présentation de ma preuve de concept que j'ai faite à Side by Southwest en mars dernier. Fait que pour cette présentation-là, j'avais pris le dispositif de REAC et aussi une méditation guidée pour faire vivre une émotion, pour faire vivre l'intensité de cette émotion-là. Ensuite, après qu'on ait capturé, dans le fond, on créait une œuvre d'art qui était singulière et unique à chacune des expériences.
Pour cette expérience-là, on avait décidé de focusser sur une émotion qui est la joie, puis faire vivre cette intensité-là. Ça veut dire de vraiment partir au début j'en le fais moins souvent, c'est la première fois, alors on y va, c'est mon baptême, merci beaucoup. Fait que dans la méditation guidée, on commençait par bien sentir calme, serein, pour après amener vers un état un peu plus joyeux, rire, les bons souvenirs, pour aller jusque dans la roue des émotions, on appelle l'extase, ça veut dire les fous rires. Tout ça était basé sur une approche de la neuroscientifique Lisa Fettman Barrett, que grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit, Mme Barrett? Elle dit que « emotions are built, not built in ». Ça veut dire qu'elles sont construites et beaucoup plus conceptuelles qu'on pense. Alors, juste pour résumer ici, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je le sais, c'est qu'on a été vraiment étonnés par les résultats, juste un petit mot sur les résultats, que les gens, dans le fond, ils ont été vraiment étonnés de voir et fascinés de voir leur ressenti, leur émotion et la résonance que cette œuvre d'art-là, particulière qu'on avait faite pour eux, ont eue. Pour mettre un mot de fin, cette technologie-là peut se décliner dans plein de choses, des expériences immersives, des ateliers, des outils pour les artistes, des installations pour le marketing expérimental, ensuite des ateliers de l'intelligence émotionnelle, des outils de méditation. Alors, si vous voulez en savoir plus ou collaborer sur un de ces projets-là, venez me voir. Merci beaucoup, Anouk. Et merci à vous, public, pour encourager nos présentateurs. Bravo. Ne lâchez pas. Vous êtes toujours là? Oui. Ouais, c'est bon. Un public engagé. On va passer avec la prochaine présentation. J'invite tout de suite Géraldine Buchan de XR4 Héritage. À vous de jouer. Tiens, non, j'allais pas tout. Bonjour à tous. Je m'appelle Géraldine Buchan, je viens de Belgique et je vais vous présenter mon projet Avatar. Comme le dit le mot Avatar, les avatars, c'est des méta-humains. Notre spécialité, c'est quoi? En fait, on donne vie au passé en modélisant des personnages historiques qu'on associe à l'IA, avec 4 piliers qui me semblent importants. Le premier, c'est quelle base de données? On part du principe qu'il y a... on va dire, des biais dans les bases de données de type ChatGPT et ainsi de suite, et qu'il y a un gros travail sur les discriminations épistémiques à travailler. Donc, dans la méthodologie de travail, en fait, on met autour de la table des historiens, des scénaristes, des acteurs muséaux pour questionner finalement qui sont ces personnages et quelles sont les histoires méconnues. Également, un autre angle qui nous semble important dans les piliers, c'est le fait de se dire qui parle, assumer que c'est une construction. Et donc, on invite des comédiens à éduquer l'IA. Et donc, en fait, il y a une collaboration entre l'art vivant et l'IA pour enrichir la catalogue d'attitudes, de voix, de tics langagiers, pour que ce soit une sorte de featuring entre des artistes d'aujourd'hui et l'IA. Le 4e pilier est lié à la dimension plug and play. On se rend compte qu'au niveau des outils de diffusion, on ne peut pas constamment réinventer la salle de cinéma. Pour pouvoir faire émerger des récits multiples, il faut avoir un workflow qui est clair et qui permet à de plus en plus d'acteurs de s'approprier ces outils. Donc, on travaille avec des entreprises labellisées et un pipeline de production qui nous permet de vraiment travailler en mode format et catalogue. Et le 4e pilier, c'est les narrations. On essaye de réfléchir comment rendre la narration interactive, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'avatar. Il faut se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cet avatar? Et donc, on travaille entre une IA libre et une IA avec nœud d'instruction. Et donc, on assume que parfois, on scénarise un certain volet de l'échange et parfois, on le met en mode libre. Donc, les applications, c'est campagne média. Donc, par exemple, qu'est-ce que notre personnage actuel, on travaille sur Miriam Makeba, aurait à nous dire sur la colonisation aujourd'hui? Donc, une campagne média pour éduquer sur les objectifs de développement durable. Performance on stage, comment on peut inviter
un acteur du passé à venir intervenir dans un événement aujourd'hui ou faire une performance scénique. Appli de visite RA, donc comment est-ce qu'on peut avoir des angles différents quand on va voir des œuvres dans un musée, choisir son point de vue. Et chatbot également pour pouvoir, avant et après l'expérience, continuer le dialogue. Ensuite, effectivement, le pourquoi. Nous, on est une association sans but lucratif, donc notre but n'est pas la solution, mais bien l'impact. Donc, on travaille sur se dire, en fait, c'est un outil pour travailler sur la cohésion sociale. Il y a un gros défaut de représentativité dans le patrimoine, dans la culture aujourd'hui. Les gens, quand ils vont dans la rue, dans l'espace public, ils ne voient pas de statue qui leur ressemble. Quand ils ouvrent les cours d'histoire à l'école, ils ne trouvent pas l'histoire, on va dire, de leurs ancêtres, et ainsi de suite. Et donc, nous, on veut faire émerger, on va dire, un catalogue de personnages plus représentatifs pour travailler justement sur cette fierté d'appartenance. Attractivité touristique, c'est se dire que parfois il y a des choses qui ont disparu ou qui ne se voient pas. Si on géolocalise un avatar dans un endroit, ça devient une destination, ça devient un point d'intérêt et on peut créer de l'affluence sur un territoire. Viabilité culturelle, parce qu'une fois qu'il y a un avatar, on peut trouver des modèles de monétisation qui peuvent venir apporter des solutions à des problématiques que rencontrent les musées, l'UNESCO et tous les acteurs de la culture, comme par exemple vendre des skins et monétiser justement une voix de synthèse d'un personnage historique. Développement durable, parce qu'effectivement, on peut petit à petit à penser local, ça veut dire localiser une expérience ici à Montréal et la connecter avec un lieu tiers, et donc commencer à trouver un tourisme responsable qui connecte des lieux au niveau local et international. Alors, je vais finir en disant qu'on est ici pour faire connaître le projet, et ce projet se structure sur le fait qu'on est trait d'union entre trois mondes. D'une part, des acteurs, on va dire, de changement qui sont animés autour d'un manifeste qui nous motive et qui sont intéressés par le contenu, se dire qu'on doit faire émerger justement des récits multiples. D'autre part, des fournisseurs de solutions et des gens qui sont intéressés par la techno, qui nous aident à déployer des solutions d'activation. Et puis, on a les partenaires d'activation qui veulent créer de l'engagement avec des lieux et des publics. Et donc, on cherche d'une part des partenaires pour pouvoir financer ça, et également pour pouvoir avoir des nouveaux points d'intérêt. Donc, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Alors, bravo, merci Géraldine. On va tout de suite passer à la prochaine présentation. Alors, j'invite tout de suite de ce pas Quentin Veillas de la société Wanda. Bonjour à tous. Alors, comment aider chacun et chacune à grandir et apprendre dans une société où tout change en l'espace de 6 mois? Merci à MTL Connect, à Logic et à l'OFQJ pour l'opportunité de passer à cette vitrine. Merci pour tous ces moments. Alors, il va falloir que je fasse avec 2 mains comme ça. Je m'appelle Quentin Veillas, je suis producteur créatif chez Wanda et aujourd'hui j'aimerais vous partager un bout de notre histoire, un bout de nos valeurs et ce en quoi on croit. Si on va chercher dans le fond, nous, le but, c'est de participer au développement de la société et nous, on a choisi l'option de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est par l'apprentissage et l'éducation, en particulier au XXIe siècle, avec l'arrivée de la génération Z qui arrive sur le marché du travail, avec l'année prochaine 25% des employés qui seront de la génération Z, eh bien, il y a de nouveaux besoins qui naissent, il y a de nouveaux besoins en termes d'enseignement qui naissent, et en particulier autour des compétences qui sont durables. Les compétences durables, donc la communication, la résolution de problèmes, la résolution de conflits, l'ouverture culturelle et l'éthique, ce sont les valeurs en quelles on croit, ce sont les valeurs et les compétences du XXIe siècle. En pratique, depuis 2017, donc l'entreprise existe depuis 2017, on mise tout sur l'engagement et la personnalisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie que les apprenants, les apprenantes, les étudiants, les étudiantes, ils aient envie d'apprendre et ils apprennent bien. Ils se souviennent du contenu. Voilà le concept, ils se souviennent du contenu pédagogique. À quoi ça ressemble? Sur Wanda, on permet de créer facilement des simulations dans lesquelles les étudiants, les étudiantes, les apprenants, les apprenantes peuvent discuter, ils vivent des mises en situation réalistes et sur mesure en discutant
avec des personnages animés par intelligence artificielle qui sont animés d'émotions, qui sont animés de mouvements, qui ont des avis, des positions. Et à la fin de chaque discussion, qui est unique, puisque derrière, vous l'avez compris, c'est de l'IA générative, à la fin de chaque discussion est généré un retour personnalisé à l'étudiant ou à l'apprenant, qui est basé à la fois sur la discussion que l'apprenant vient d'avoir avec le personnage, et à la fois sur des critères, des rubriques, des critères d'évaluation qui ont été prédéfinis au départ à la création de la simulation. Alors, Wanda, c'est une plateforme web, donc pas d'installation. C'est une plateforme de création no-code, donc ouverte à tous, qui permet d'aller de la création au déploiement. Donc, et en termes de déploiement, c'est à la fois, donc vous l'avez compris, sur le web, donc partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois téléphone, ordinateur, masque de réalité virtuelle, écran de cinéma, écran en dôme, donc de partout, et à la fois dans les autres plateformes, donc les LMS, les classiques Canvas, Moodle, ou alors dans les logiciels de gestion et communication type Teams ou Notion. La data est tout le temps accessible une fois que la simulation est terminée. L'IA, c'est ultra puissant. Et on utilise les dernières API et les derniers modèles, naturellement. L'IA a le potentiel de révolutionner la formation et l'enseignement dans les prochaines années. L'histoire qu'on est en train d'écrire, on l'écrit ensemble. Et c'est pourquoi nous venons d'ouvrir un programme d'innovation en collaboration avec Chris Didi, un chercheur à Harvard, dédié aux entreprises qui souhaiteraient explorer cette nouvelle solution, ce potentiel pour leur formation. Pour conclure les 4 minutes, puisque j'ai très peu de temps, je suis super fier de pouvoir déjà travailler au Québec avec l'Université de Montréal et l'AVIA dans le cadre du projet de recherche de 5 ans qui démarre en novembre. Et je serais super heureux de pouvoir continuer à travailler avec d'autres partenaires au Québec, puisque c'est un réel plaisir de travailler avec vous. Donc, avec plaisir de vous rencontrer juste après la présentation. N'hésitez pas à venir me voir ou rendez-vous sur ondavr.com pour découvrir nos cas d'usage, prendre un rendez-vous ou même tester par vous-même puisqu'on a une version gratuite. Je vous souhaite un excellent événement et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Quentin. Juste une note avant de vous présenter le prochain projet. On vient de couvrir des projets qui étaient en phase recherche. Ce projet qui va être présenté est dans la phase d'amorçage, donc un peu plus loin dans le parcours. Alors, je vais vous présenter tout de suite, sans plus tarder, Antoine Baillet de la société INA. On l'accueille. Vert pour avancer. Vous m'entendez? Oui. Vert pour avancer. Hop, et rouge pour revenir. OK. Je suis Antoine Baillet, je suis le directeur éditorial de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et je viens vous raconter le type de partenariat que je cherche à nouer en étant ici, à Montréal Connect, en matière d'IA, en matière de vidéo, en matière de data. D'abord, je vous donne un tout petit mot de contexte sur ce qu'est l'INA, parce que je n'ai pas de traduction simple. Je ne peux pas vous dire l'INA, c'est le français, parce qu'on a une vraie spécificité française. On est chargé de conserver et de valoriser le patrimoine audiovisuel. Ça veut dire qu'on a un trésor de guerre, on a 30 millions d'heures d'archives, radio, audio et vidéo, également leurs métadonnées dans nos serveurs. Et pendant longtemps, quand on a dit valoriser, pour nous, c'était vendre des droits pour que des tiers diffusent des contenus de l'INA, ce qui est très bien. On a complètement fait évoluer ça ces 10 dernières années, et de back-office, on est passé à média à part entière qui entretient une relation directe avec nos audiences et avec des larges audiences jeunes. 2 modèles, par exemple, là-dessus. On a une offre vidéo sur toutes les plateformes vidéo qui est très puissante, avec 2 milliards de vidéos vues par an sur un modèle d'AVOD. On a un modèle SVOD à 80 000 abonnés payants pour des contenus longs en intégralité qui s'appelle Madeleine. Dans tous ces cas-là, notre ligne éditoriale, elle est très claire. On est là pour apporter un supplément de contexte sur l'actualité, supplément de contexte sur l'ère du temps, un petit peu plus long, et on le fait surtout sans nostalgie, jamais, parce que je peux vous dire que quand on travaille dans l'archive, on peut vite se dire c'était mieux avant,
eh ben nous, on s'en défie. Ce n'est pas vrai. Je peux vous le dire. En général, c'était pas mieux avant. Et nous, on cherche plutôt à répondre à des questions du type comment c'était avant. Notre financement, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait dans les cases ni de l'amorçage, ni du décollage de quoi que ce soit, on a un financement de l'État pour 2/3 de nos ressources, avec plus de 100 millions d'euros par an, mais on va chercher du financement sur le marché, des ressources propres, 40 millions d'euros par an. Et tout ce que je viens de vous raconter sur la diffusion de contenu, c'est devenu un levier supplémentaire pour nous pour générer des ressources propres. On génère à peu près 7 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Je vous présente 2 projets très rapidement. Un premier pour lequel j'ai besoin de vous puisqu'il n'est pas encore lancé. Tout ce que je vous ai raconté sur ce qu'on fait en langue française, eh ben on cherche à le rendre international avec une offre en langue anglaise qu'on va lancer au premier trimestre de l'année 2025. On restera sur le même modèle économique de la VOD. On est encore en train de définir l'équilibre éditorial. Est-ce qu'on va être très fortement sur de l'actu? Est-ce qu'on va être sur des contenus un peu plus evergreen? On va utiliser de manière raisonnée, transparente de l'IA dans le process de production. Ça veut dire que, par exemple, on ne va pas dénaturer une archive en faisant du lip sync. On va rester sur du voice-over, sur de la traduction facilitée avec une voice-over au-delà des traductions. Je ne traduirai pas Ségolène Royal nativement. Je ne dénaturerai pas mon archive pour qu'elle vous parle en anglais à un public anglophone. Je cherche des partenariats éditoriaux de diffusion parce qu'on va chercher à adresser des nouvelles audiences. Je cherche un partenaire technologique encore. Si vous avez la solution de traduction éditable en back-office, venez me voir. Je cherche potentiellement des partenaires commerciaux aussi avec des détenteurs de droits. Si tout ça vous éveille une idée, venez me voir. Je vous parle aussi d'une autre offre qu'on vient de lancer et sur laquelle là, je cherche plutôt vos retours. Data.ina.fr, qui est une offre qui mixe éditorial, IA et data. Dans notre promesse éditoriale, je vous ai dit qu'on était là pour apporter un supplément de contexte sur l'actualité. On est aussi là pour apporter un supplément de contexte sur l'information, permettre à nos audiences de mieux comprendre les cycles de l'information. Pourquoi tel événement est fortement couvert sur des chaînes d'infos. On a lancé donc ce site qui permet d'analyser et de représenter 700 000 heures d'informations depuis 2019. Quelle chaîne a le plus prononcé le mot Covid, par exemple? Voilà à quel moment le terme déficit est-il apparu dans le débat public en France, etc. etc. Et c'est ça ce qu'on permet à l'utilisateur de voir. Le modèle est gratuit. On a utilisé et expérimenté 3 intelligences artificielles sur ce projet. On a une méthode qui est hyper transparente, accessible en ligne. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles ça inspirera des réactions dans la salle et j'en serais ravi. Les 3 IA, c'est Whisper pour la transcription, Textrasor pour l'identification d'entités nommées et une IA maison qui s'appelle Ina Speech Segmenter qui permet de reconnaître le genre d'un locuteur, savoir si une femme parle ou si un homme parle à quel moment sur les chaînes d'infos. On a lancé l'offre le 2 octobre, donc c'est vraiment tout récent. On aura une prochaine release de données et peut-être des évolutions produits en janvier l'année prochaine. Je cherche vos retours, ce que ça vous inspire. Je cherche potentiellement des partenaires technologiques. Et puis, si ça vous donne envie de créer une offre d'analyse dédiée, venez me voir. Également, je n'ai pas toujours une chemise et vous pouvez me contacter. Je serai là pendant toute la durée du Montréal Connect. Merci. Alors, merci beaucoup, Antoine, et merci à tous les projets que vous avez découverts cet après-midi. On les applaudit tous. On va prendre une pause avant de continuer justement avec les projets un peu plus mûrs, donc les projets en phase d'amorçage. Il y en a d'autres et ils sont ici et ils ont hâte de vous les présenter. On va prendre une petite pause, prendre un café, aller à la salle de bain. Et pour les internautes, pause détente / étirement. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. To create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine?
De retour dans l'amphithéâtre du Centre NAD UQAC, première journée de MTL Connect, la 6e édition de MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Je suis toujours là, votre animateur Armand Afkami. Vous allez bien, Montréal? Oui! Merci. Il y a du monde qui sont dedans. Il y en a d'autres. Mais non, on a besoin d'énergie. Là. Comment tout le monde... Ah, yeah, tu vois, moi, je vais toujours continuer à faire ça. Tout au long de la semaine, on va continuer à vous engager parce que là, oui, c'est ça, il y a du monde un peu stressé, ils vont faire des présentations, I know. On a eu beaucoup de beaux contenus aujourd'hui, mais on va tenir la route jusqu'à la fin parce qu'en plus, on fait un 5 à 7 à la fin de la journée. Fait qu'il faut garder l'énergie. Une dernière fois, est-ce qu'on est toujours là à Montréal? Ah? J'aime ça. J'adore. Bon, on continue avec la vitrine MTL Connect. Comme je l'ai annoncé juste avant la pause, nous sommes rendus dans les projets qui sont un peu plus loin dans leur maturité, dans la phase d'amorçage. Encore 4 minutes top chrono. On garde l'énergie, on les applaudit, on les encourage. Alors, sans plus tarder, je vous présente le premier projet. J'accueille Roxane Gagnon-Houle pour le projet Génilab. On l'applaudit. Bonjour, pardon. Alors, bonjour, c'est beaucoup d'avance. Voilà, excellent. Donc, je suis Roxane Gagnon-Houle, enseignante spécialisée en troubles graves de comportement, donc soyez polis. Je m'excuse pour la personne qui me remplace aujourd'hui, je suis désolée. Et je suis aussi cofondatrice d'un organisme qui s'appelle Génilab, et notre mission à nous, c'est de rendre accessible la technocréation. Donc, mon chemin est particulier et différent, comme tous et chacun. Donc, quand j'ai rencontré Evelyne Drouin, artiste numérique, en 2016, elle m'expliquait son processus, elle m'expliquait ce qu'elle créait, puis elle avait déjà créé un projet qui s'appelait Mini Collectif. Et avec la SAT et d'autres groupes, il avait fait des installations, expériences scéniques super intéressantes. Et si tu as une enseignante dans ta vie, tu sais qu'on est des sensus. Donc, on est... Moi, mais explique ce que tu fais, explique-moi parce que je veux enseigner ça. Moi, je veux que mes élèves ils sachent ça, c'est sûr qu'ils vont aimer ça. Donc, à chaque fois qu'elle m'introduisait à une nouvelle connaissance ou un nouveau projet dans le collectif, moi, je faisais à moi. Donc, on s'est mis j'ai mis à inviter les artistes dans mon école, je me suis mis à les amener vers... Mais vous savez, c'est vraiment important de transmettre ces connaissances-là sur l'IA. Même à l'époque, on faisait déjà un début de ça. Toutes sortes de projets hyper intéressants qu'on a développés. Des installations avec le Musée des civilisations, les bibliothèques, plein de projets. Et voilà. Fait que moi, je leur demandais de venir m'expliquer ça, puis de venir m'expliquer ça pour que moi, je l'enseigne. Parce que c'est mon seul objectif, c'est de le transmettre. Donc, ce mélange de nous tous, alors ingénieurs, artistes et autres, a créé un laboratoire physique. Donc, c'est un laboratoire de création qui existe, Sherbrooke et Parc. Et aussi, dans le fond, des expériences, des parcours, des plateformes, des trousses, name it. Et j'ai amené mon angle à moi, qui est vraiment l'accessibilité numérique universelle. Quand je parle d'accessibilité, je ne parle pas de juste rendre économiquement accessible, mais de rendre le savoir accessible. Parce que mes élèves à moi, c'est des élèves qui sont des neurodivergents. Ils ont des troubles de langage, ils ont des troubles de comportement, ils ne sont pas motivés, ils ont des perceptions erronées, ils croient qu'ils ne sont pas bons en rien. Puis c'est peut-être 40% de la population d'apprenants actuels. Donc, ce n'est pas une petite quantité, là, c'est énorme. Donc, c'est des jeunes qui sont en grande difficulté. Et nous, on a créé presque 200, plus que 300 projets, en fait, prototypes et autres qui sont actuellement créés ou qui sont disparus avec le temps de leur belle mort. Donc, voilà. Et moi, ce que je voulais faire, c'est de faire des ressources qui, dans l'idée de la culture maker, donc de faire des ressources, puis en fait, ça, c'est notre processus, là. C'est de l'artisanat numérique qu'on fait. Donc, c'est notre processus, et ce processus-là, on le met au service des enfants qui ne sont pas capables d'avoir envie par eux-mêmes d'aller
s'inscrire à une activité de codage. Là. Eux, ils voient ça, ils trouvent ça trop compliqué. Mais moi, je leur dis, regarde, fais ce parcours-là, parce que c'est des parcours, c'est des trousses. Fais ce parcours-là, tout seul dans ton coin, en autonomie, et il va apprendre plein d'affaires. Et il va réussir. Parce que je me suis assurée, dans chacun de nos parcours, on s'est assuré que ça soit tous les petits blocages fatigants là, qui font que comment je branche le USB là, comment j'utilise clic droit sur une souris. Je le fais, ça. On passe au travers. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Donc, on a créé ces ressources-là pour faire en sorte que tout le monde soit capable d'apprendre et en enlevant l'obstacle de l'enseignant. Parce que le pédagogue, ce n'est pas la personne la plus aidante des fois. Parce que si elle ne maîtrise pas le contenu, elle ne le transmettra pas. Donc, et ça, c'est la réalité que tous et chacun vont devoir vivre avec actuellement, c'est que les pédagogues n'ont pas nécessairement les connaissances pour transmettre tout ce qui arrive. Donc, Génilab, on a créé des parcours autonomes pour faire en sorte que la connaissance se transmette sans le blocage de l'enseignant et pour tous et toutes. Voilà. Je ne sais pas où je suis rendue dans le temps, mais c'est ça. Merci. Attention. Merci. Merci, Roxane. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine présentation de projet. Alors, j'aimerais inviter Oki Gonzalez du projet Acara Climate. On l'accueille. Pachamama Waharinin, l'appel de la terre-mère, la Pachamama. C'est l'idée que l'on revient toujours à nos sources, à nos racines. Pour moi, il s'agissait des terres agricoles familiales au Pérou. C'est sur ces terres que j'ai été témoin de l'impact des changements climatiques sur le monde agricole. Aujourd'hui, les pertes de récolte au niveau mondial représentent plus de 400 milliards de dollars. Et ce chiffre pourrait doubler dans les prochaines décennies en raison des changements climatiques. Le problème, c'est que si on veut réduire ces pertes, même les éviter, la finance agricole doit jouer un rôle central dans l'adaptation climatique des agriculteurs. Le problème, les institutions financières en fait, ont des problèmes à quantifier les risques climatiques en raison d'un manque de données granulaires et un manque de modèles pour modéliser les risques futurs. C'est pour ça que nous avons créé Acara Climate. Bonjour, je m'appelle Aoki Gonzalez, cofondateur d'Acara Climate. Acara Climate, c'est une plateforme de gestion des risques agricoles qui a été conçue pour les institutions financières afin de quantifier les risques climatiques, les risques liés à la nature et sortir plusieurs données en fonction de simulateurs. C'est-à-dire qu'on va vous rentrer un type de culture, une région spécifique avec une précision de parcelle agricole et vous êtes capable de savoir quels vont être les rendements, quelles vont être les pertes, quelle va être la volatilité de la production et bien d'autres métriques financières. Donc ensuite, les institutions financières peuvent prendre ces données et les utiliser pour faire de la souscription de produits financiers comme des prêts, des produits d'assurance, peuvent également regarder tout ce qui est portfolio, la performance de portfolio, donc actuel, futur, mais aussi peuvent aller chercher et répondre en fait aux obligations en matière de divulgation ESG. Donc au courant des derniers mois, en fait, nous avons travaillé sur la technologie Alpha. L'idée avec la technologie Alpha était, est-ce qu'on est capable avec de l'IA de prédire les rendements agricoles? Donc on a développé un modèle avec à peu près une vingtaine de paramètres qui allaient de la météorologie aux propriétés physiques des sols comme l'humidité, le type de sol, argile, calcaire, etc. Et on était capable de prédire les rendements agricoles. Donc là maintenant l'idée c'est de voir comment en intégrant de l'imagerie satellite, donc la section en bleu, le prototype bêta, l'imagerie satellite, tout ce qui est modèle climatique, modèle météorologique, et qu'on peut aller plus précis justement et plus malléable dans la prédiction de rendement. On a déjà d'ailleurs développé plusieurs modèles climatiques, notamment en termes d'îlots de chaleur, de vagues de chaleur, de zones inondables et de précipitations, que nous vendons déjà à une dizaine de clients à travers le Canada. Et nous sommes une équipe parfaite pour ce type de projet. Donc moi, j'ai été directeur financier d'une entreprise de services conseil climatique aux États-Unis et je termine une maîtrise en gestion du développement durable. Samo a formé plus de 200 commerciaux à travers le Québec et l'Ontario et a une gestion et fait du management de ces commerciaux d'une vingtaine de personnes de manière quotidienne. Nous avons aussi Olivier, qui est un scientifique de données et un développeur AI avec une expertise en géospatial et en sciences de l'environnement. Et nous avons deux conseillers sur le comité aviseur, donc Sébastien, qui est directeur scientifique chez Azera et qui est un expert en modélisation climatique et modélisation agronomique. Et nous avons René, qui est une actuaire avec plus de 20 ans d'expérience en modélisation de risque.
Donc nous allons normalement l'année prochaine lancer une petite levée de fonds pre-seed pour accélérer le développement, répondre aux projets pilotes avec les institutions financières avec lesquelles on va signer. Nous avons déjà une quinzaine dans le pipeline pour nos projets pilotes. Et donc je vous invite à prendre le QR code pour rejoindre l'infolettre investisseur et être au courant de nos derniers développement. À Akara Climate, nous révolutionnons la façon de faire de l'analyse de risque en finance agricole en intégrant directement les changements climatiques et la nature au cœur de l'équation. Merci. Merci beaucoup et bravo à Oki. On va continuer avec le prochain projet. On est toujours dans la salle, vous êtes toujours là, j'ai votre attention. On est prêt, on continue? Ah! OK. Alors, le prochain projet, j'invite tout de suite Valentin Kravchenko de la société Greybox. On l'accueille chaleureusement. Hi, everyone. Thank you for inviting me to talk about social innovation. I was here on stage 2 years ago to talk about Uni, and I'm happy to say that since we deployed about 20 pilot projects, more recently one for 50 units in Cameroon to provide access to medical content in low connectivity setups. And this is an amazing, oh, no gifts, pretend there's 20 pictures there, 20 locations. But perhaps what I'm more proud of is that we partnered with over 30 organizations, academic organizations that provide us hundreds of people that we were able to initiate to social innovation. And I want to zoom into one of those projects that we developed recently. A year ago, I spent 4 months in Ukraine, and while I was assembling those emergency health packs, I met Oksana. And she told me that while she gets medicine from all around the world, she has, after 12 hours shift, to come back home, sit next to her computer and translate medical terms because they'll get medicine from all around the world in different languages. And what Oksana needs, actually, I got frustrated because I actually arrived in Ukraine with 20 kilos of medicine that was provided by Collaboration Santé Internationale, and it was in French. So being kind of slowing her down in her goal to help local communities around her. And what Oksana needed was just a simple way that when she gets medicine, she can quickly get the equivalent in whatever database she's already familiar with. And because she's a field worker, boots on the ground, she needs something that can work offline, that can work on her phone. So she can find available alternatives in low resource environments. And it's not just Oksana. A year before that, I was in Poland, in a Ukrainian coordination center. And this is just an example of the type of requests we'll get all the time. Pictures of medicine, PDFs, pictures of PDFs, so many WhatsApp channels and Signal channels. And this is just the English part. You can imagine the same thing across different languages. And as you can guess, different countries use different medical databases. And behind the logistical nightmare that it is to manage all of that, there's also just, more importantly, an effect on human life and access to those resources. So there's a need for a large open source database that can make sense of all of those pharmaceutical databases. And this database has to respond to World Health Organization best standards around portability of data and interoperability as well. And while we're working on API access for those NGOs, perhaps what I'm most enthusiastic about is to simply have an Excel sheet that a worker there can quickly use to check the translation between two medical terms. And if medical translation is already difficult for professionals, imagine what it is for normal people. When I was leaving Ukraine, I was in a bus, and at some point I realized that during that trip towards Poland, I was the only man in the bus. The bus was filled with women and kids because men could not leave the country. And everybody was on their phone trying to quickly get news from their country. And those mothers and kids are joining a very large pool of about 7 million people, the refugees outside Ukraine, joining even a larger pool of about 280 million international refugees.
And when you do social innovation, your goal is that people actually use it. So let's not reinvent the wheel. People are already using WhatsApp and those tools. Our goal is to have a chatbot that people can take a simple picture of a medicine that they tried to renew for their kids and have not only the local equivalent, let's say in Poland, but also with references that they can show to local health workers. To summarize, there's a great need for a digital common strategy where data can be interoperable and make sense of those different medical databases. Accessibility is key. For sure, API access is great, but you want to make sure that as many people can have access to the same resources. And while there's great argument to be made about efficiency and to be able to find faster and cheaper alternatives, I think there's also a great deal of potential to work with academia. For example, in approaches like One Health, Animal Kingdom is a fairly interesting area of research. We use a lot of the same molecules. And meta-research, if you can search a medical terms across dozens of translations, you can find a lot of interesting insights in existing literature. And Géraldine previously mentioned an interesting point. She said, in social innovation, the goal is not to do a solution, is to provide impact. And in our quest to be able to measure that impact, we start using IRIS indicators as a better method to get more specific KPIs about our impact. So if you two think as well that it's a nagging problem that could be solved, I invite you to join us on Greybox on this project, Project Codex, and I hope to see you in 2 years. Thanks. Thank you, Valentin. Merci beaucoup, Valentin. On va tout de suite passer au prochain projet. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter Mohamed M. Diallo de la société Bio-Eureka. On l'accueille chaleureusement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Diallo, je suis immunologue, biochimiste, infectiologue et le PDG de Bio-Eureka. Chez Bio-Eureka, nous, on a développé une technologie qui permet l'identification des pathogènes au laboratoire grâce à l'intelligence artificielle. En général, lorsqu'un patient se présente à l'hôpital et qu'il ne sait pas pourquoi il est malade et tout, dépendamment des types de maladies ou des symptômes, le médecin lui pose plusieurs questions pour pouvoir établir un premier diagnostic. Et en général, on lui prescrit un antibiotique à large spectre pour couvrir tout type d'infection, virale, bactérien, moisissure, champignons, etc. Et la plupart du cas, le médecin il veut savoir de quoi le patient est malade. Donc, il fait un échantillonnage de sang, d'urine ou autre. Et c'est envoyé au laboratoire. Et des gens comme moi, on reçoit des échantillons. Sauf qu'on a comme directive de savoir pourquoi le patient est malade. Donc, le processus est différent lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Par exemple, l'exemple plus classique, c'est vraiment la COVID-19. C'est facile quand on reçoit pour savoir si un patient est malade de la COVID ou pas, parce qu'on a juste à faire une analyse par PCR et de détecter la protéine spike en ajoutant des amorces spécifiques. Au bout de 4 heures, on peut retourner un résultat à l'hôpital, puis avec le délai administratif, peut-être 2-3 jours, le patient a son résultat. Mais au laboratoire, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, c'est très long. Ça demande l'utilisation de beaucoup de réactifs et beaucoup de tests biochimiques. Et ajouter à ça les délais administratifs, le patient, ça va lui prendre des jours, des semaines, voire des mois dans certains types de tests. Et on est chanceux au Canada, quand il n'y a rien, on ne t'appelle pas. Donc, le patient, tu ne sais pas si c'est à cause du délai au laboratoire ou c'est parce que tu es vraiment malade ou tu n'as rien. Donc, et ça, c'est très coûteux pour les laboratoires, comme je l'ai mentionné, et aussi la santé mentale des patients. C'est la raison pourquoi nous, on a développé une technologie qui intervient dès le début du processus d'analyse en donnant des résultats probants pour l'identification des pathogènes bactériens sous forme de probabilité. Et celui-là est doublement validé avant que ça retourne à l'hôpital. Et qu'est-ce que ça permet de faire? C'est qu'au laboratoire, ça leur permet de réaliser d'énormes économies parce qu'au lieu d'utiliser plusieurs réactifs et produits, ils vont en utiliser très peu. Et je prends l'exemple, l'hôpital Maisonneuve Rosemont ici, qui ont la capacité maximale de faire à peu près 40 000 à 50 000 tests par mois. Et avec notre technologie, ils augmentent leur capacité de test à plus de 600 %. Donc, c'est un changement vraiment incroyable. Et c'est aussi un avantage pour les territoires éloignés, que ce soit au Québec ou les pays en voie de développement, parce qu'elles fonctionnent avec ou sans Internet, donc, et aussi de la main-d'œuvre moins qualifiée qui nécessite l'utilisation des tests PCR ou autres. Et
Donc, actuellement, d'ici la fin de l'année, on va compléter 5 projets pilotes majeurs pour vraiment aller à une autre étape de notre projet, dont la semaine prochaine, on commence avec la compagnie AgroPure dans la rive sud de Montréal. Et nous avons plus de 300 heures de feedback sur notre technologie avec des chercheurs, des PhD à l'Université d'Ottawa, la Cité collégiale et un peu partout à travers le Canada et les États-Unis. Et tout financement confondu, lorsqu'on a fondé la compagnie en 2022, on a fini l'année en récoltant 90 000 $. Et quand on a commencé notre ronde de préamorçage en 2023, on a fini l'année à presque 1 million. Et je suis heureux de vous mentionner aujourd'hui qu'en date d'aujourd'hui, on est allé à 2,4 millions pour l'extension de notre préamorçage et qui nous a donné un runway de 18 mois. Et la majorité de nos dépenses sont sur les 3 volets, les salaires des main-d'œuvre spécialisées. Merci. Donc, les salaires des main-d'œuvre spécialisées, la propriété intellectuelle et les équipements à la fine pointe de la technologie. Et comparativement aux autres technologies, tout ce qui est medical device, il y a 2 volets, les volets réglementaires et les volets du développement du produit. Donc, on a 2 timelines qui se chevauchent en même temps. Et d'ici la fin du mois prochain, mois de novembre, on va faire notre audit pour avoir notre certification ISO 13485, qui est un requis. Et on va commercialiser avec l'industrie alimentaire. Vous êtes tous déjà allés au Costco ou dans les autres épiceries. Vous avez vu des viandes, des yogourts et autres. Mais tous ces gens-là, avant que leurs produits rentrent dans les épiceries et autres, ils ont besoin de soumettre d'abord un certificat de conformité qui atteste qu'il n'y a pas de détection de salmonelle, E. coli et autres. Donc, c'est un requis pour le milieu alimentaire et c'est le marché qu'on va attaquer parce que ce n'est pas un requis pour avoir la FDA et Santé Canada. En parallèle, on travaille avec la société basée à Montréal, ici BML Health, pour continuer notre volet réglementaire pour pouvoir rentrer dans les cliniques et tout. Et notre équipe cumule plus de 40 années d'expérience dans le milieu de la santé et dans les medical devices et vraiment diversifié autant dans les côtés finance, développement d'affaires. Et depuis notre ronde, on a doublé notre effectif de 100%. Donc, on est rendu à 8 employés à temps plein. Je vous remercie, tout le monde, puis ça me ferait plaisir de parler avec vous. Tu donneras le micro. Et le clicker aussi, tu peux le donner. Merci beaucoup, Mohamed. Et juste une petite note pour les prochains intervenants. Mohamed l'a très bien fait. Si jamais vous ne vous installez pas ici avec votre PowerPoint, si vous restez exactement ici, vous ne bloquez pas le PowerPoint, vous êtes en avant. Petite astuce, il l'a très bien fait. Si jamais vous voulez répéter ça, ici, c'est la place parfaite. À côté du signe, juste comme au bord de la vie et la mort, sur le bout des pieds. Bref, je vous garde un peu à l'affût. Je vous donne des petits secrets pour avoir une meilleure prestation pour les internautes qui nous écoutent, puis on ne cache pas le PowerPoint. On continue. On va enchaîner avec la prochaine présentation. J'aimerais tout de suite inviter Mathieu Rivet de la société Displayed. On l'accueille chaleureusement. Donc, quelle est la cause numéro 1 d'hospitalisation en Amérique du Nord? Vous dites peut-être le cancer, les accidents de voiture, mais non, c'est l'insuffisance cardiaque. Je m'appelle Mathieu Rivet, je suis co-founder chez Displayed et j'ai un background en ingénierie biomédicale. Et j'ai fondé Displayed il y a 3 ans, quand mon grand-père, Richard, a été diagnostiqué avec l'insuffisance cardiaque. Il a été hospitalisé 6 fois en moins de 3 mois. De l'eau s'accumule dans ses poumons, il n'était plus capable de respirer, sentiment de noyade, et il s'est ramassé à l'hôpital. Mon grand-père, c'est pas qu'il était un mauvais patient, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à la maison, les patients n'ont pas les outils nécessaires pour assesser si leur condition s'empire au travers le temps. Ce que ça fait, c'est que même s'ils prennent leur médication de façon quotidienne, si elle est un petit peu off, l'eau va tranquillement s'accumuler dans leurs poumons jusqu'à ce que ça cause une hospitalisation. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajuster la médication. Mon grand-père, ce n'est pas un cas isolé. C'est 30% des patients qui, dans les 90 jours suivant leur congé d'hôpital, sont réadmis à l'hôpital. C'est pour ça qu'à Displayed, chez Displayed, on a développé le Vital Flow. C'est un appareil non invasif de remote monitoring qui prend la forme d'une ceinture thoracique. Donc, le patient la met 2 minutes chaque matin et la retire. Avec ça, on est en mesure d'aller chercher des mesures sur des pressions intracardiaques chez le patient, mesures qui sont pour l'instant seulement mesurables en clinique. Et cette donnée-là, elle est accessible aux médecins à l'hôpital qui, avec elle,
est en mesure d'agir de façon préventive et de voir si une hospitalisation va s'en venir, afin d'ajuster la médication et de prévenir l'hospitalisation. Displaid, c'est une équipe multidisciplinaire qui a de l'expertise autant en ingénierie, en business, et qui est chapeautée par une équipe clinique qui est elle-même gérée par notre CMO, qui a un background en cardiologie à l'ICM. Displaid, à ce jour, on a levé 300 000 $ en non dilutif. Avec cet argent, on est en mesure de réaliser une première preuve de concept sur patient, dans laquelle on a mesuré notre solution avec des mesures non invasives qui sont le gold standard et d'aller chercher une corrélation de 92 % avec celle-ci. On a, dans les prochains mois, une étude au CHUM qui va démarrer et on est en finalisation de la rédaction d'un protocole avec l'ICM pour faire une étude clinique dans laquelle on va démontrer qu'avec notre solution, on peut améliorer la qualité de vie des patients et réduire le nombre d'hospitalisations. On est actuellement en ronde de financement et avec cette ronde de financement, on va être en mesure de réaliser cette prochaine étude dont je vous ai parlé et d'arriver aux prochaines étapes, comme la personne Mohamed avant moi a mentionné, pour tout ce qui est aller avec parcours réglementaire afin d'aller chercher nos accréditations qui vont nous permettre d'ici 2028 à être FDA cleared. Voilà. Donc, si l'insuffisance cardiaque et la démocratisation de la médecine est un sujet qui vous parle, vous pouvez venir me voir et je vais vous parler davantage de Displaid et de notre mission. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine présentation. J'aimerais inviter de ce pas Olivier Brault de la société Gamotech. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est Sylvain. Je suis vraiment excité aujourd'hui. On est à Montréal Connect. On va commencer par parler de Montréal. Je crois qu'il y a beaucoup de vous qui ont vu dans les nouvelles, dans les dernières semaines, le méga geyser qui est explosé pas loin d'ici au centre-ville. Nos infrastructures sont de plus en plus vieillissantes et il faut mettre de plus en plus d'investissements pour les réparer. Donc, moi, chez Gamotech, nous mettons l'emphase sur décarboner tous ces travaux d'entretien qui deviennent de plus en plus demandants. Mon nom, c'est Olivier Brault. Avant Gamotech, moi, je suis le président de Gamotech. Et avant Gamotech, j'ai fait ma carrière à l'international. J'ai construit des usines, de méga usines de batteries en Asie. On construisait toutes ces grosses usines pour sauver l'environnement, mais on polluait tellement en les construisant que j'ai décidé de prendre ces batteries-là, les amener ici, puis commencer à innover. On a commencé à travailler en collaboration avec le monde municipal qui ont beaucoup d'entretien à faire, dont la Ville de Montréal. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un problème d'acceptabilité parce que, oui, en haut, on décide de décarboner, mais en bas, les travailleurs, ils disent, mais pourquoi est-ce que je devrais, moi, sauver la planète, mais qu'est-ce que j'en ai pour moi? Donc, moi, j'ai commencé à me préoccuper de la vie des travailleurs et des travailleuses dans les travaux publics pour commencer un petit peu à leur donner un peu d'amour pour qu'après ça, ils soient contents de décarboner la planète. Donc, je vais vous mettre un petit peu en situation ici. Ça, c'est une opération typique d'aqueduc dans une plus petite ville et un plus petit aqueduc que Montréal. Mais les hommes et les femmes, finalement, quand il y a un prix, ils vont creuser, faire une excavation, mettre une protection. Puis après ça, ils vont commencer à creuser et couper le conduit qui est défectueux. En ce moment, ce genre de conduit-là est réparé avec des outils à gaz. Donc, l'outil... Déjà là, c'est l'outil qui n'est pas à gaz que nous autres, on met. Mais en vérité, il y aurait de la boucane partout, on ne verrait pas. Donc, l'énergie qui est utilisée pour aller réparer ces installations vient souvent d'outils à gaz. OK? Ça, c'est pour les villes un petit peu moins riches qui doivent utiliser ça. Les villes plus riches, comme la ville de Montréal, ont des camions comme ça qui sont multifonctions. Ils coûtent les yeux de la tête, mais ça fait un vacarme énorme et ça pollue aussi. Et ça pollue du matin au soir parce qu'ils arrivent sur le côté, ils branchent le camion, ils continuent toute la journée, puis après ça, ils reviennent le soir. Il y a aussi des compresseurs et des génératrices. Donc, tout ça, c'est de plus en plus coûteux, surtout après la pandémie. Donc, on a décidé à commencer à innover et aussi à demander l'opinion des travailleurs pour que ça soit mieux. Donc, finalement, on leur a demandé où est-ce que vous mangez le midi. Eh bien,
Ça, c'est dans une ville, dans la première ville de notre collaboration, c'est là qu'ils mangent. Donc, ils prennent un seau renversé en ce moment, ils mangent. Quand il fait moins 20, bien, il fait moins 20 dedans. Quand il fait plus 35, il fait 35 à l'intérieur. Il n'y a personne qui s'occupe tant que ça du rangement, c'est sale, c'est pas salubre. Donc, nous, on a décidé de... Tant qu'à vous donner de l'énergie propre, on va en réserver un petit peu aussi pour vous. Donc, on a climatisé, on a rajouté une toilette, un lavabo, on a rajouté du chauffage, de l'isolation. On leur a donné un environnement décent pour qu'ils soient vraiment contents de rajouter. Donc, nous, ce qu'on fait ici, on a déjà commencé à vendre. Donc, on a vendu à la ville de McMasterville pour leurs travaux publics. Ils l'ont utilisé non seulement pour réparer leur trou d'aqueduc, mais aussi pour faire leur célébration de fête foraine, vu que c'est une génératrice verte, enfin. Ça va super bien de notre côté. On a signé aussi la ville de Saint-Sauveur. Ce matin, leur camion est arrivé chez nous pour qu'on puisse l'assembler et le transformer en environnement humain et évidemment propre. Et par la suite, nous avons signé Sorel et Victoriaville. Donc, on a déménagé dans une grosse usine à Blainville. On cherche du financement pour continuer à rouler. Les clients nous payent en avance. On adore ça. Donc, c'est vraiment fantastique pour une start-up. Donc, on est en émergence, pas comme le geyser, mais comme de l'énergie verte. Donc, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Bravo. Merci beaucoup, Olivier. On continue. On va passer avec la prochaine présentation. J'aimerais tout de suite de ce pas inviter Marie Picard de la société Radio Grenouille. Marie. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Donc moi, je suis productrice et directrice de médias et je travaille pour donner de l'impact aux créateurs et aux créatrices de contenu, surtout de l'audio, de la musique et du podcast. L'enjeu, c'est de leur donner des modèles économiques, de leur donner de la visibilité et de leur garantir des enjeux de diversité de contenu et de production en ligne. Dans notre secteur, on a un frein à la transformation digitale. Dans le champ du spectacle vivant et dans les médias locaux, on reste un peu à l'ancienne école et trop souvent, je constate que les acteurs avec qui je travaille ont du mal à s'adapter. Pourtant, le constat, il est simple. Les contenus audio et musicaux, aujourd'hui, ils sont souvent noyés dans la masse. Les modèles économiques des créateurs et des créatrices restent fragiles. Et pourtant, les économies des GAFAM et des grands médias restent finalement des économies très gourmandes en quantité de contenu, mais sont surtout centrées sur la qualité des contenus et donc basées sur la valeur qui est portée par les créateurs. Et on appelle ça aussi l'exception culturelle, tout simplement. Comment est-ce que les créateurs et les créatrices font la valeur et ce n'est pas forcément eux derrière qui arrivent à en bénéficier. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour garantir finalement la création de ces contenus à un endroit où on a du mal à trouver des modèles économiques. Gros paradoxe. Alors, pour vous donner un contexte, Radio Grenouille, c'est un écosystème qui travaille depuis Marseille, le 5e port des données du monde. On rejoint par Marseille avec la fibre aujourd'hui l'Afrique, le Moyen-Orient. On a énormément de partenariats avec ces territoires. Et les contenus produits en local restent pour nous trop peu nombreux. Et donc notre proposition, c'est de travailler sur un pôle territorial d'enregistrement créatif de la musique et du podcast. Et l'enjeu, c'est d'accompagner les acteurs qui travaillent pour le live musique et la création de contenu vers la digitalisation de leur contenu avec des enjeux d'accompagnement autour de la découvrabilité pour ces créateurs de l'audio qui ont parfois du mal simplement à se référencer, même s'ils font un super bon contenu. L'enjeu, il est donc d'accompagner les producteurs, les professionnels à créer du contenu, mais aussi à le référencer avec des outils d'analyse assez simples, mais qui sont aujourd'hui pas ou peu connus de la part des producteurs. L'enjeu, il est aussi de donner des micro-certifications à ces auteurs et ces acteurs qui travaillent dans le secteur pour leur donner aussi une viabilité sur la création de leur contenu auprès d'autres professionnels et ainsi venir faire évoluer les compétences dans le secteur.
Alors nous, qui nous sommes un producteur, nous sommes un média, on a un catalogue avec de nombreux titres, on est aussi une communauté de créateurs, de créatrices de près de 300 personnes et on investit chaque année énormément dans la création de contenu avec des partenaires privés et publics et c'est tout l'enjeu de notre travail. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est à continuer d'accompagner ces champs-là et de venir finalement leur donner un peu une brique suivante. Comment continuer à accompagner la communauté de créateurs, comment les acteurs de la production peuvent avoir besoin de solutions clés en main et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement le travailler avec vous si vous en avez également besoin. Et surtout, comment est-ce qu'on peut développer un modèle d'affaires sur l'ensemble de la francophonie, puisque aujourd'hui, je vous parle alors qu'avant-hier, nous avons gagné avec grande joie le prix ministère de la Culture au Paris Podcast Festival, axé sur la question de la francophonie. Et donc, vous pouvez écouter aujourd'hui Rouge Cratère en ligne sur toutes les plateformes de streaming, bien sûr. Voilà, je suis à votre disposition pour parler de ces enjeux de découvrabilité et d'audio de manière plus large. Très bon Montréal Connect, à vous. Non, fils pas. Bravo. Merci beaucoup, Marie. Et on continue avec la prochaine présentation. Montréal, vous êtes toujours là? On va prendre une pause dans pas longtemps. Restez là, on garde votre attention encore quelques minutes. Alors, j'aimerais tout de suite, de ce pas, accueillir Faisal Reski de la société Araïko. On l'accueille. Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis le CEO cofondateur de Araïko. Notre mission, nous, c'est d'accompagner les entreprises, principalement les PME, à identifier les opportunités que l'IA peut amener à leur métier. Et ensuite, on vient intégrer et déployer complètement ces solutions. Donc aujourd'hui, on a réussi déjà à déployer une 60aine de projets industrialisés. Donc nous, on ne fait pas des prototypes de l'IA, on fait des IA qui marchent en continu, dans le secteur de l'aéronautique, nucléaire, manufacturière, agricole et santé. Et au travers de plus de 100 diagnostics data IA qu'on a déjà réalisés, on s'est rendu compte d'un problème commun qu'on retrouve dans plusieurs de ces PME. Et ce problème, c'est finalement, on se rend compte que la connaissance dans les entreprises, elle est souvent dans la tête de quelques experts qui ont l'expérience, mais qui ont du mal à formaliser cette connaissance et qui ont du mal à la partager. Donc en fait, on est parti de cette problématique et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs PME qui ont subi cette capacité à ne pas pouvoir capter justement cette connaissance par les départs en la retraite de ces experts, ou des experts qui sont sursollicités dans les entreprises parce qu'il n'y a qu'eux qui servent, par des jeunes qui arrivent dans l'entreprise qui sont complètement perdus, parce que l'information, en fait, elle est dans un répertoire, d'un sous-répertoire qui a été mis d'un certain nom par Jacqueline et d'une autre façon par Jean-Jacques, introuvable. Donc pour l'attractivité de ces entreprises, il y a vraiment de gros risques pour l'avenir. Et donc on est parti de cette problématique terrain pour se dire, mais comment on peut faire différemment? Parce que ces entreprises qui ont des problèmes, souvent elles sont surdigitalisées. Mais on se rend compte que les outils d'aujourd'hui, en fait, ne suffisent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les outils digitaux qu'on développe, ce sont des outils digitaux qu'on impose à l'humain. Nous, on a voulu fonctionner d'une autre façon. On s'est dit, on va mettre en place l'IA au service de l'humain. Alors comment c'est possible? En fait, on a développé une solution qui s'appelle Shirou. Shirou, c'est très simple. Ça permet de capter très facilement et rapidement, de façon naturelle et intuitive, une connaissance qui est sur le terrain et de pouvoir la retrouver aussi de façon intuitive. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Gérard. Alors, est-ce qu'il y a des Gérard dans la salle? C'est bon? Sinon, j'ai aussi l'histoire de Jean-Jacques. On va rester sur Gérard, alors. L'histoire de Gérard. En fait, Gérard, on va prendre un exemple dans l'industrie, mais c'est transposable à plusieurs secteurs d'activité. Gérard, il a 20 ans d'expérience dans l'industrie. Gérard, il connaît, il sait. Il est sur un chantier, il doit brancher un tuyau de réseau. On va demander à Gérard, en fait, il va juste sortir son téléphone, il va utiliser Shirou, il va parler comme s'il parlait à un jeune à côté de lui. Il va dire, bah voilà, pour visser le TY42, attention, il faut couper les arrivées dans ce sens d'eau, débloquer la vanne dans ce sens-là. Il va prendre une photo, il peut prendre des vidéos, il choisit ce qu'il veut. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, les modules IA rentrent en jeu. On comprend le sens de ce qu'a dit Gérard, on comprend l'expression qu'a dit Gérard, et on vient construire et capitaliser une fiche d'expérience automatisée, de façon naturelle, sur le terrain. Ce qu'il faut savoir dans les entreprises, c'est que les formations, on est arrivé aux limites des formations. La vraie connaissance, elle est sur le terrain. Et c'est là où se crée la valeur.
Et c'est là où il est plus difficile de capter cette information. Avec Chirou, tout devient plus simple. Alors on a Gérard, là, qui était à Toronto. Lui, il est expert dans son entreprise. Il sait. Automatiquement, on est venu structurer l'information. Mais on a Guillaume qui, lui, est à Montréal. Guillaume, il est arrivé à l'entreprise, il a 2 ans d'expérience. Il est confronté à la fixation du TY42. Eh bien, Guillaume, il va juste prendre Chirou. Quelle est la meilleure façon de visser le TY42 ? Comme si Gérard était à côté de lui, finalement. Et automatiquement, il va avoir sa fiche structurée avec l'information par étape de comment le faire, avec les photos, les vidéos au bon endroit. Donc on est venu amener le digital au service de l'humain, et non dans le sens inverse. C'est fini les champs ou les tags où on impose au modèle mental humain un raisonnement logiciel. Avec Chirou, on a voulu mettre le logiciel, l'IA, au service de l'humain. Et j'ai une histoire à vous raconter. Cette histoire, elle date d'il y a 2 jours. J'étais dans un pub à Montréal avec un collègue. On était en train d'essayer Chirou avec une autre personne. Et là, il y a la barman qui arrive. Et la barman me dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est intéressant et tout. Je dis, vous voulez essayer? Bah oui, je veux bien. Est-ce que vous avez une astuce dans votre métier? Elle me dit, oui, tiens, regarde, quand je fais un tirage de bière IPA, il faut que je débloque la valve 3 secondes pour avoir une bonne mousse. Ah bon? Mais comment tu fais ça? C'est l'expérience. Eh ben vas-y, fais-le. Elle a utilisé Chirou. Elle a parlé, elle a pris les photos de chaque étape, elle a pris la photo de la fameuse valve, on a généré la fiche automatiquement devant elle, et là, on a eu un choc. Elle avait les yeux en larmes. On m'a dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, ça m'aurait servi toute ma vie. Mais pourquoi? Parce que je suis autiste de niveau 1. Et j'ai besoin de croiser la synthèse structurelle du texte et l'image, et c'est comme ça que j'apprends. Et si j'avais eu ça dans ma vie, ça m'aurait servi toute ma vie. Waouh! Donc Chirou, aujourd'hui, on découvre plusieurs cas d'usage. On est issu d'industrie, on commence par industrie, mais on découvre plusieurs cas d'usage. Et j'ai entendu une intervention tout à l'heure, et nous, on travaille beaucoup sur des projets impact positif, et je suis sûr qu'on peut amener Chirou pour favoriser la transmission des connaissances, diminuer les charges mentales inutiles dans les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans les entreprises avec tous ces documents, ces logiciels, ces ERP et compagnie. Et en plus, on peut avoir, je pense, un impact positif très fort sur le monde de la santé et l'accompagnement des personnes à handicap. Je vous remercie et à bientôt. Fils bump, bravo. Vous pouvez donner ça. Vous le laissez là, parfait. Je vais être là. Merci beaucoup, Faisal. Une dernière présentation, et non la moindre, avant de passer à la petite pause. On était en train de couvrir des projets plutôt en après-midi en phase de recherche. On vient de couvrir des projets qui sont en phase d'amorçage. Et pour ce prochain projet, on embarque déjà dans les projets qui sont en phase de croissance, donc encore un peu plus loin dans leur maturité. Alors, sans plus tarder, j'aimerais tout de suite inviter Anne-Sophie Steinlein de YouScribe. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de YouScribe. J'imagine que vous connaissez tous Netflix, Spotify. Eh bien, YouScribe, c'est la même chose, mais pour la lecture. L'objectif de cette bibliothèque numérique en streaming, c'est du coup d'inviter le livre au XXIe siècle, pour le dire de manière très pédante, mais de manière beaucoup plus factuelle. C'est de permettre à tout un chacun de s'abonner pour accéder à plus d'1 million de livres, livres audio, titres de presse, documents pédagogiques, partitions de musique. Donc toute une série, vraiment un monde de contenu numérique. Et notre particularité, au-delà d'être une bibliothèque numérique, c'est surtout de rendre accessible la lecture dans des contextes où le livre est peut-être moins disponible, cher ou peu distribué. Souvent, on nous a raconté, et c'est le cas quand on monte un projet, que non, les jeunes, ils lisent plus, le numérique, le livre de toute manière... C'est compliqué et nous, on n'a pas voulu s'attarder là-dessus. Ce qu'on pense, c'est qu'il suffit d'avoir le bon contenu avec aussi le bon moyen de paiement pour permettre justement de rendre accessible la lecture au plus grand nombre. Et ça s'est particulièrement vérifié lorsqu'on nous a invités, et ça a été un de nos moments fondateurs, à Conakry, lorsque cette ville a été nommée capitale mondiale du livre en 2017.
Et là, c'est la première fois que et les éditeurs et les pouvoirs publics et en fait tout l'écosystème nous a accueillis les bras grands ouverts en nous disant eh bien, cette idée de bibliothèque numérique, elle est fantastique. Et on a vraiment besoin d'acteurs comme vous pour rendre le livre accessible dans un contexte où justement il n'y a peut-être pas assez de bibliothèques, il n'y a pas assez de librairies, et quand il y en a, eh bien, les livres sont très chers. Pour vous donner un exemple, en Côte d'Ivoire, il y a une quinzaine de librairies pour l'intégralité du pays, avec une population francophone, avec une population jeune qui a des envies et des volontés de savoir, d'éducation. Et donc, le réseau traditionnel de diffusion du livre, qui est d'envoyer un livre via des paquebots, de l'imprimeur, ensuite à des bibliothèques ou des libraires, ne peut pas se faire dans un contexte où justement le prix de l'acheminement fait que le livre que vous allez acheter à Conakry ou à Abidjan coûte plus cher que ce que vous allez acheter ici en librairie au Québec ou dans d'autres contextes. Et donc, on a vraiment travaillé là-dessus. On s'est dit, c'est vraiment finalement le but de notre projet. Et on a travaillé avec les éditeurs qui nous ont confié des titres. On a travaillé avec aussi des partenaires qui nous ont permis de dépasser une deuxième contrainte, puisque le numérique ne suffit pas. Encore fallait-il trouver le bon moyen de paiement, et qu'on a trouvé grâce à des partenariats avec des opérateurs téléphoniques. Ça peut paraître un peu bizarre de se dire, livre numérique, opérateur téléphonique, qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, ça a à voir beaucoup de choses, puisque ça nous permet de dépasser la carte bancaire, qui autrement aurait été un prérequis pour partager la valeur avec les éditeurs, les auteurs, pour créer un écosystème gagnant pour tout le monde, en proposant un moyen de paiement qui est du micro-paiement à la journée grâce à du crédit téléphonique. Et c'est ce qu'on a construit du coup depuis 2019. Et aujourd'hui, on est présent dans 13 pays. On a dépassé 2 millions d'abonnés payants. Et on est en train de construire aussi des nouveaux partenariats. Donc c'est là où on est en train de consolider notre activité, plutôt sur des partenariats avec des universités et des écoles pour trouver des financements pour proposer la bibliothèque numérique à tout un public d'apprenants. Et donc, on a vraiment cette double activité via du micro-paiement d'une part et d'autre part en ciblant ce milieu de l'éducation. Et toujours, et c'est un point qui est très important pour nous, toujours en partageant absolument toute la valeur avec les éditeurs auxquels on reverse 60% de notre chiffre d'affaires. Par ailleurs, quand on dit numérique, la question, on l'a beaucoup évoquée aujourd'hui, je pense, algorithmes, bulles de filtre, danger du numérique qui nous enferme un peu dans des choses qui ne sont pas toujours très sympathiques. Pour nous, c'est un de nos grands enjeux. L'accessibilité, c'est déjà rendre accessible, mais au-delà de ça, il y a la question de la découvrabilité et comment faire pour que tous ces contenus qu'on défend, que par ailleurs beaucoup d'éditeurs, et notamment du continent africain, on travaille beaucoup avec des éditeurs sénégalais, ivoiriens, camerounais, qui nous confient leurs titres. Et notre enjeu, ça va être de les valoriser, de leur faire rencontrer un public au sein de leur pays, bien sûr, mais également au-delà des frontières. Et donc de rendre découvrables ces contenus vers un public beaucoup plus large. Et par ailleurs, ce qui est assez paradoxal dans le monde du livre, c'est que le monde du livre est basé sur une logique d'offre. Voilà, je suis libraire, voilà les titres que je propose. Or, le numérique est basé sur une logique complètement inverse, qui est la logique de la demande et de la requête. Donc il y a également tout un paradoxe qu'on cherche à résoudre, qui est de marier en quelque sorte ces deux logiques différentes et de rendre, grâce à cette fois-ci des algorithmes et aussi un travail sur le SEO, rendre plus découvrable, plus accessible tout ce riche catalogue qui nous est confié. Et c'est vraiment là-dessus que je souhaite finir, en vous disant que si jamais vous souhaitez discuter non seulement enseignement, éducation, qui est un de nos enjeux très chers, si vous êtes un établissement qui réfléchit à ces questions-là sur des bibliothèques inclusives, diversifiées, qui présentent aussi des ouvrages qui ne sont peut-être pas accessibles traditionnellement dans certains environnements, n'hésitez pas, je serais ravie de parler avec vous. Si c'est aussi sur des problématiques d'algorithmes ou alors de développement dans toute une multitude de pays à l'international, n'hésitez pas. Bon Montréal Connect à vous. Fils-bon. Bravo. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et
de ma part à moi et de la part de, je pense, vous tous. Bravo à tous les présentateurs de projets. Hein, bravo, vraiment, tout un segment. En tout cas, les jurys vont avoir tout un travail pour trouver des projets qui sont plus meilleurs que les autres. Bref, bravo à tous et à toutes. C'était des super présentations. On est rendu à une petite pause. Petite cette fois-ci, pas aussi longue que la dernière, peut-être 5 minutes. Allez vous rafraîchir, dégourdir les jambes. On reprend l'action et on continue avec les projets en phase de croissance dans 5 minutes. À tout de suite, Montréal Connect. Pause. OK? I wanted to create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, de retour pour ce troisième et dernier segment de la vitrine MTL Connect. Je vois qu'on continue à jaser et que la pause était courte. Il y a du monde qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer à l'intérieur, ceux qui étaient à l'intérieur, qui rentrent, On reprend. Bonjour internautes, rebonjour, re-bienvenue à MTL Connect, 6e édition, la semaine numérique de Montréal. On continue avec la vitrine MTL Connect et on a passé la phase en recherche, en croissance, on recommence. La phase de recherche, la phase en amorçage et maintenant, on est dans la phase en croissance, donc des projets à différents niveaux de maturité. On a eu de super beaux pitchs et de belles présentations. Il nous en reste quelques-unes. Je compte sur vous et votre attention pour justement être une bonne audience pour ces entrepreneurs qui ont travaillé si fort pour vous présenter ces projets. Petite note, juste vous mentionner également qu'au 8e étage, où il va y avoir le 5 à 7 à partir de 17 h, il y a également un parcours d'exposition et d'expérience immersive à découvrir. Donc, je vous invite de prendre tous et toutes le temps d'aller découvrir ces belles œuvres immersives qui sont à votre disposition tout au long d'MTL Connect. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Et ça peut être également jeudi. Donc voilà, je vous lance l'invitation. Alors, sans plus tarder, on continue avec ce troisième segment de la vitrine MTL Connect. J'aimerais tout de suite inviter le prochain projet. Donc, Marcus Gaulin, Ruby Forcier-Novoa de Fusion Jeunesse. On les accueille. Donc, merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marcus et ma collègue Ruby pour vous présenter Fusion Jeunesse. Fusion Jeunesse, c'est quoi? En fait, on est un OBNL qui travaille dans les écoles primaires et secondaires, principalement en milieu défavorisé, dans le but de proposer des projets expérientiels aux jeunes. Comme vous pouvez le voir, l'année passée, c'était notre 15e anniversaire, ce qui a mené notre nombre d'établissements scolaires à 750 à travers la France, le Canada et les milieux autochtones. Plus concrètement, là, on œuvre dans différents domaines, que ce soit l'art et la culture, le sciences et génie, ainsi que l'entrepreneuriat, dans le but de donner des projets clés en main, des activités clés en main aux enseignants, dans le but qu'ils puissent intégrer des matières scolaires, par exemple à travers le jeu vidéo. En jeu vidéo, de manière concrète, là, à chaque semaine, les jeunes vont bâtir un jeu vidéo de A à Z, en passant par le son, l'image, puis la programmation. Puis à la fin de l'année, les jeunes ont un prototype qu'ils sont capables de présenter. Puis le prof peut évaluer le travail d'équipe ou encore le français. En résumé, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça pendant les heures de cours. Dans le fond, on envoie un coordonnateur expert du programme. Souvent, c'est des universitaires qui sont engagés à temps partiel pour donner ces activités-là une fois par semaine, environ 2 heures, tout au long de l'année ou dans un programme court d'une demi-année. Le but, c'est de faire des activités expérientielles. Ça veut dire qu'on veut faire le moins de théorie possible, le plus de pratique, le plus de jeux pour apprendre différents métiers et différentes compétences.
Merci beaucoup, Marcus. Donc, maintenant, je vais vous parler du projet en techno-exploration, qui est développé en collaboration avec le gouvernement du Québec. Tout a commencé en septembre 2023, quand on a reçu une invitation pour présenter les projets des jeunes par le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Donc, ils ont été invités au Salon du Parlement, puis vraiment, ils ont présenté leurs projets innovants, leurs robots. Puis, grâce à ça, on a pu présenter ce projet de techno-exploration. Et par la suite, en février 2024, on a eu la subvention pour lancer le projet pilote. Donc, c'est un programme qui est destiné à l'initiation du numérique chez les jeunes. Donc, on a vraiment construit ce programme-là parce qu'on a remarqué des enjeux sociétaux tels que l'utilisation de l'intelligence artificielle et son éthique, les STEM en milieu défavorisé, puis la saine utilisation du numérique. Donc, en initiant les jeunes à ces technologies et en abordant les enjeux sociaux et environnementaux, on s'assure de contribuer à former des jeunes qui sont technologiquement compétents, puis qui vont être conscients de leur impact sur la société. Donc, c'est à travers des ateliers expérientiels que les participants vont explorer différents modules, entre autres sur la modélisation 3D, l'intelligence artificielle, la robotique, la cybersécurité même. Donc, il y en a quelques-unes autres, mais je vais m'en tenir à ça. Puis, grâce à cette diversification, ça permet aux jeunes d'acquérir des compétences qui vont être tangibles et transférables autant dans leur parcours scolaire que professionnel. Donc, les enseignants ont même été très surpris du projet que les jeunes ont réussi à livrer après seulement 10 à 12 semaines. Donc, ils étaient capables de parler d'intelligence artificielle comme s'ils en avaient fait durant toute l'année. Donc, pour également rendre l'apprentissage du numérique plus accessible, on a décidé de développer des capsules vidéo incluant des feuilles de route détaillées pour que les enseignants puissent délivrer cet apprentissage du numérique dans les régions plus géographiquement éloignées. Puis ça nous permet également d'être en contact avec un plus grand nombre d'établissements scolaires. Donc, pour cette année, nous visons 7500 jeunes, incluant au Québec, au Canada, en France, puis en communauté autochtone. Donc, on a vraiment besoin de vous pour aller chercher ces jeunes-là, ces projets. Puis, ensemble, on façonne l'avenir de nos jeunes, un projet à la fois, en cultivant la persévérance scolaire. Donc, venez nous parler, n'hésitez pas, on est ouvert à plusieurs collaborations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fist bump. Fist bump. Yeah. Merci Marcus, merci Ruby. On va tout de suite continuer et je vais vous présenter le prochain projet. Sans plus tarder, j'invite Fabien Morin de la société WooClap à m'accueillir sur scène. On l'accueille. À vous de jouer, Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Qui parmi vous s'est déjà ennuyé en réunion ? Dites la vérité. Bon, je suis content de ne pas être tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on s'ennuie ? Petit à petit, notre attention décroît. Évidemment, ce n'est pas idéal. Ce que montrent les chercheurs en sciences cognitives, c'est que l'attention, c'est un des éléments clés pour la rétention d'informations et pour l'apprentissage. L'attention, on en a besoin dans plein de contextes différents. Quand on est étudiant, quand vous êtes en formation, évidemment, il faut être attentif pour que le cerveau apprenne de la manière la plus efficace possible. Quand vous êtes en réunion, évidemment, vous avez envie de retenir un maximum d'informations parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions suite à ça. L'attention, c'est quelque chose qui est absolument clé et pourtant qui n'est pas facile à maintenir, évidemment. Il y a plusieurs raisons derrière ça. La première, c'est que la manière dont le cerveau fonctionne de manière naturelle, c'est que l'attention décroît à travers le temps. Et puis une autre raison, c'est tout simplement qu'on a plein de distractions autour de nous. On a tous une distraction dans la poche qui a vite fait de nous déconcentrer. Et donc on a du mal à rester concentré. C'est à ça qu'on a essayé de s'attaquer chez WooClap et on a essayé d'utiliser cet outil de distraction justement et d'en faire un outil au service de l'attention. WooClap, c'est une plateforme qui va permettre à toute personne qui est amenée à animer une présentation de poser des questions interactives à son audience pour que chaque personne dans l'audience participe, soit engagée, soit impliquée dans la présentation, soit attentif et retire un maximum d'informations de la présentation.
C'est un outil qui est utilisé par 50 millions de personnes dans le monde dans des situations très très différentes. C'est utilisé par des profs dans des écoles et dans des universités pour que les étudiants apprennent le plus efficacement possible. C'est utilisé par des managers dans des réunions d'équipe, dans des travaux collaboratifs pour faire en sorte que chacun ait sa voix au chapitre, que la voix de chacun puisse compter dans l'équipe. C'est utilisé dans des événements présentiels, c'est utilisé dans plein de contextes, à distance également, dans des contextes hybrides. Vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Je vais vous montrer peut-être 3 cas d'usage pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire concrètement avec WooClap. Ici, c'est une activité brise-glace que j'aime bien utiliser en début de mes réunions d'équipe. Le principe, il est simple. Je vais demander à chaque personne dans mon équipe de pointer sur l'image l'un des petits personnages pour me dire un petit peu comment est-ce qu'il se sent au début de la réunion. C'est un bon moyen de prendre le pouls d'une équipe, de démarrer une réunion d'une manière un petit peu plus sympa, de savoir comment se passe la semaine de chacun avant de démarrer une réunion. Donc, chouette manière, entre autres, de démarrer une réunion d'équipe. Ici, c'est une autre activité que j'aime bien utiliser pour tester des idées avec mes équipes. Je vais proposer un certain nombre d'idées et chacun dans la pièce va pouvoir noter les différentes propositions de 1 à 5. Et puis, je vais avoir ce graphique qui va s'afficher. Ça va me permettre d'avoir de manière non biaisée l'avis de chacun dans l'équipe et de pouvoir en ressortir avec un certain nombre d'informations pour ensuite prendre les bonnes décisions. Et puis, troisième petit exemple, ici, c'est comme ça que j'ai conclu une conférence récemment avec un nuage de mots. Le principe, c'est que les mots qui sont les plus fréquents dans les réponses des participants vont être affichés en plus gros. C'était une super manière pour chacun de se remémorer la conférence, de repenser à qu'est-ce qui était important pour moi et à chacun de se dire, OK, voilà un petit peu les points clés, qu'est-ce qui est ressorti de cette conférence. Donc voilà pour 3 petits exemples parmi d'autres de comment est-ce qu'on peut utiliser cette plateforme. La prochaine fois que vous avez une présentation à faire, n'hésitez pas à aller sur notre site wooClap.com pour découvrir un petit peu plus l'outil. Vous avez accès à une version gratuite qui vous permet de tester la plateforme gratuitement. Et puis vous avez mes coordonnées également si vous voulez échanger. Et je serai là pendant ces 3 jours. Donc ravi d'en discuter plus en détail avec vous. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Fabien. On va passer au dernier projet de la vitrine MTL Connect. Alors, on a eu vraiment de beaux projets. Alors, le dernier et non le moindre, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Lachaine de la société Centium. On l'accueille. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous présenter notre projet. Vous connaissez sûrement les enjeux liés au vieillissement de la population. C'est d'ici 7 ans, plus du quart de la population qui va vivre avec des incapacités, dont des aînés, des personnes qui vivent avec du TCC, etc. C'est une augmentation de 5 % par année. Et d'ici 2041, même, ça va être plus du tiers de la population au Québec. Les résidences pour aînés, ils sont pris avec plein de problèmes, l'inflation alimentaire, les coûts des hypothèques qui augmentent et le dernier, non seulement le moindre, la crise de la main-d'œuvre. Ils ont énormément de défis technologiques actuels. Il y a peu de technologies et ces technologies-là sont toutes en silo, elles ne sont pas intégrées. C'est très complexe et c'est beaucoup de formation à effectuer également auprès de tout ce personnel-là. Et il y a un haut taux de roulement avec la crise de la main-d'œuvre. Il y a plus de 2 ans, on a travaillé avec la Maison Martin-Matt à Québec, une résidence qui accueille des gens qui ont des traumas crâniens, 75 personnes qui vivent avec des incapacités intellectuelles et physiques. Et on a travaillé avec l'Université Laval pour vraiment créer des solutions à des vrais problèmes qu'ils vivent. Et on est en train de faire la transformation numérique de leurs opérations pour que finalement l'intelligence artificielle puisse s'occuper de l'ensemble de ce qui est automatisable et que les humains, les intervenants, puissent s'occuper des humains, de l'aspect humain. Et on vient de signer aussi avec une résidence pour aînés de plus de 1000 logements. Et c'est aussi en mode laboratoire vivant. Cette fois-ci, on travaille avec l'UQTR. Et donc, on est en train de monter le plus grand laboratoire vivant de technologie, de l'Internet des objets et d'intelligence artificielle au Canada au niveau résidentiel. On est très heureux d'avoir plusieurs partenaires ici, puis on sollicite tous ceux qui veulent travailler avec nous. On est vraiment en partenariat dans ces projets-là. On est là pour faire un impact qui est social, mais aussi également environnemental et économique,
Alors, nos technologies, on vient augmenter la sûreté des résidents, mais ça vient avec l'intelligence énergétique et au niveau de l'eau également. Donc, on gère tout le bâtiment, on crée un environnement intelligent pour les personnes avec incapacité et leurs intervenants. Alors, merci beaucoup, puis au plaisir d'en discuter avec vous.